On évoque dans le 15-18 l'urgence humanitaire en Syrie. Les premiers évacués d'Alep viennent d'arriver en territoire rebelle. 5000 combattants et leurs familles sont en train d'être évacués d'Alep. Des bus du régime syrien ont été affrétés. Les opérations ont commencé ce matin puisque, vous le savez, une nouvelle trêve est entrée en vigueur au cours de la nuit dernière. Et pour le moment, le cessez-le-feu est respecté. On en parle avec nos invités. Isabelle Lasserre est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Responsable des questions de diplomatie et de stratégie au Figaro. Le docteur Gilbert Potier est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Médecins du Monde. Et Ziad Majed. Bonjour. Bonjour. Professeur spécialiste de la Syrie, auteur de cet ouvrage, Syrie, la révolution orpheline. D'abord, on va s'intéresser à cette évacuation à Alep, les faits avec Nancy Rice. Le premier convoi part enfin. Blessés et civils attendaient depuis plusieurs heures déjà leur évacuation. Les 10 ambulances vont parcourir les 70 km qui séparent Alep d'Idlib au sud-ouest, dernière place forte de la rébellion. Un corridor spécial a été mis en place, corridor que ces bus vont également emprunter. Des rebelles valides y sont montés. Beaucoup ont passé la nuit sur les trottoirs de ce secteur, à l'est d'Alep. 200 personnes en tout dans ce premier contingent. Nous n'avons qu'une seule mission, c'est d'assurer la sécurité des civils, pas celle des rebelles armés. Notre ultime mission, c'est de faire en sorte que ces gens se retirent en toute sécurité et nous ferons notre possible pour les protéger. Pour coordonner l'opération, une unité de médecins et de volontaires, mais c'est la Russie qui la filme et la supervise, aidée des militaires syriens. L'accord a été arraché cette nuit et les combats ont cessé dans la foulée. L'évacuation d'Alep concerne 4000 rebelles et leurs familles et marque la fin de ce bastion symbole. C'est aussi la victoire la plus importante du pouvoir et de ses alliés russes depuis le début de la guerre en 2011. Oui, avant de revenir évidemment sur les conséquences diplomatiques et donc stratégiques de cette reprise d'Alep, d'abord donc ces évacuations. Ziad Majed, est-ce que vous avez des informations sur place? Est-ce que ça se passe bien pour le moment? Pour le moment, le cessez-le-feu est respecté. Il y a une évacuation qui, déjà 1150 civils sont arrivés dans la région de la campagne d'Alep et non pas dans la région de Idlib, parce qu'il y a eu aussi des négociations concernant la D'abord dans la campagne. La campagne d'Alep, ils ne sont pas dirigés du tout vers Idlib pour le moment. Certains vont être dirigés vers Idlib. Pas les premiers. Pas les premiers. Les premiers sont arrivés dans la région de la campagne d'Alep. Il y a des combattants également qui sont sortis. Et il y a eu parfois des tirs sur des bus qui ont fait 4 blessés, y compris un secouriste. Mais pour le moment, l'évacuation est en cours. Et ce qui est bien, c'est que des civils ont été sauvés grâce à cet accord de dernière minute. Bien sûr. Oui, Gilbert Potier, c'est la question qu'on pouvait se poser, c'est-à-dire que les évacuations ont commencé. Donc on parlait de combattants rebelles aussi qui sont évacués. Ça veut dire aussi que les populations civiles qui sont assiégées, on le rappelle, depuis 4 mois, vont pouvoir maintenant avoir accès à des soins, à de la nourriture. Comment ça va se passer? C'était les difficultés dans lesquelles nous on se trouvait sur le plan humanitaire, c'est qu'effectivement, lorsque on avait eu les premiers contacts avec les populations civiles qui ont été évacuées, elles étaient dans des conditions de détresse physiologique, on va dire, avec une malnutrition, souvent avec d'un manque de besoins essentiels. Et on s'est aperçu de ça parce que ça faisait plusieurs mois. Enfin, nous, depuis fin octobre, on n'arrive pas à livrer de manière conséquente de l'aide humanitaire via les réseaux sanitaires qu'on avait à Alep Est. Isabelle Lasserre, ça veut dire qu'on assiste là à un tournant. Si la trêve est encore respectée, ça veut dire que ces populations civiles dont on parle depuis des mois, enfin, vont pouvoir sortir de l'horreur et de l'enfer? Oui, enfin, de toute façon, même s'il y a encore des accrochages et si ça prend encore une semaine, et même si ça se passe mal, de toute façon, le tournant a déjà eu lieu. Le tournant, c'est la prise d'Alep, la chute d'Alep, et il est acté. Donc là, on rentre dans une nouvelle étape et une nouvelle phase, et ça, c'est déjà, elle a déjà commencé depuis hier, et elle sera sans doute lourde de conséquences, et ce sera sans doute pas la fin de la guerre, loin de là, mais de toute façon, là, les choses ne sont plus pareilles. Il y a eu un tournant. Oui. Et justement, alors le maire d'Alep est en ce moment à Bruxelles, au sommet européen, et dès son arrivée, il a interpellé, encore une fois, la communauté internationale.
Nous souhaitons une solution courageuse de l'Union européenne, qu'elle envoie des forces pour surveiller l'évacuation des civils. Nous n'avons jamais demandé à aucun pays d'entrer en guerre. Nous demandons de sauver les civils et de sécuriser des corridors pour les évacuer. Il faudrait d'abord punir Bachar et après cela, la Russie n'aurait plus aucune légitimité pour intervenir en Russie. Il y a un demi-million de victimes, 12 millions de personnes déplacées. Ce sont des crimes terribles, mais la communauté internationale est toujours silencieuse. Les gens qui ont fait cette révolution pacifique, leur seul péché, c'est d'avoir demandé la liberté et la dignité. Et on va partir en direct sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Anne Hidalgo va s'exprimer puisqu'un convoi humanitaire doit partir dans les minutes qui viennent. Avec beaucoup d'élus, de la majorité, des maires d'arrondissement, les présidents des groupes politiques, un maire d'arrondissement, Jacques, qui a essayé de se rendre à Alep cette semaine avec une délégation de parlementaires. Et je peux vous dire que nous sommes en soutien complet. Pas depuis aujourd'hui, puisque cela fait déjà plusieurs mois que Paris, la ville de Paris, apporte son soutien aux associations qui viennent en aide aux personnes réfugiées ou même aux personnes, avant de parler de réfugiés, qui à Alep vivaient sous les bombardements. Anne Hidalgo, la maire de Paris, puisqu'un convoi humanitaire va quitter la capitale française dans quelques minutes, aux alentours de 16h, à destination de la région d'Alep pour y acheminer 20 tonnes de médicaments et de matériel médical. On reviendra sur les propos d'Anne Hidalgo avec nos invités dans quelques minutes. Ce sera juste après le rappel des titres. À tout de suite. On continue de parler de l'évacuation qui est en cours des rebelles et des civils d'Alep avec nos invités. On a écouté tout à l'heure en direct la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui parlait d'un départ d'un convoi humanitaire vers la région d'Alep, justement. Gilbert Potier, vous qui êtes directeur général de Médecins du Monde, quelle est votre réaction? C'est important, un tel convoi humanitaire? Alors, je crois que sur le plan du symbole, c'est important, puisque Alep est tombé, enfin la partie Alep-Est est tombée, donc le fait de vouloir soutenir les civils qui ont été victimes de cette guerre, c'est important. Ce n'est pas la première fois que ce type de convoi humanitaire quitte l'Angleterre pour aller en Syrie. Ce n'est pas la manière la plus efficace d'apporter du médicament, mais je pense que de la manière dont c'est souligné, c'est effectivement symbolique actuellement. Alors, le maire d'Alep disait la communauté internationale est silencieuse. Malheureusement, elle n'est pas silencieuse, elle parle beaucoup, mais elle n'arrive pas à faire agir ce qu'elle souhaite que les Russes, et en particulier le régime de Bachar, devraient faire. Effectivement, alors ça, c'est un des points sensibles du dossier. On parle beaucoup de l'impuissance de l'ONU et c'est vrai que depuis quelques jours, on entend beaucoup de choses, que ce soit au Conseil de sécurité de l'ONU en début de semaine, que ce soit à Bruxelles avec le Conseil européen qui vient de s'ouvrir. On a l'impression que les mots sont devenus beaucoup plus fermes maintenant que Alep vient de tomber. D'un point de vue cynique, la communauté internationale, qui d'ailleurs n'existe plus sous ce vocable depuis quelque temps, maintenant qu'Alep est tombé, peut s'exprimer. Mais comme avant, ça ne restera que des mots. Le Conseil de sécurité est de toute façon paralysé systématiquement par les vétos russes et chinois. L'Union européenne est divisée, très divisée, et en plus, elle n'a pas de troupes au sol sur le terrain. Elle a délégué, mais pas parce qu'elle le voulait, parce que ça fait très longtemps que en fait, l'impuissance des Occidentaux a éclaté au grand jour à Syrie. Ça fait déjà au moins depuis le recul de Barack Obama en août 2013 et depuis l'intervention des Russes qui, de facto, se sont rendus maîtres du jeu. Donc maintenant, c'est les Russes, les Iraniens, et accessoirement les Turcs qui décident de l'avenir de ce pays et de l'avenir de la guerre. Ils ont des méthodes qui ne sont pas les nôtres, ce ne sont pas des méthodes démocratiques. La Russie, c'est la guerre, ce sont les méthodes Grozny, donc l'emploi de la force brutale. Avec la défense aérienne, ils ont empêché les forces de la coalition ils ont dénié l'accès éventuellement à la force de la coalition pour protéger le régime de Bachar el-Assad. Et donc ce sont eux qui vont décider aussi des conditions politiques. Donc ça fait très très longtemps que la communauté internationale, ou en tout cas les pays occidentaux, ont, petit 1, baissé les bras, mais petit 2, perdu tous les moyens d'influence qu'ils auraient pu avoir en Syrie. Donc il ne reste plus que les mots. François Hollande a raison de dire ce qu'il a eu. C'est un des seuls d'ailleurs en Europe qui était réellement convaincu qu'il fallait agir. La France n'est pas assez forte, grande, puissante et pas assez soutenue
pour avoir agi elle-même. Mais il est un des seuls à l'avoir dit. Effectivement. Alors, vous parliez de cette date, c'est peut-être un tournant, effectivement, août 2013, où Barack Obama, là, lâche la France au dernier moment. Et là, on est en droit de s'interroger si la situation qu'on voit là, c'est pas aussi le résultat du renoncement américain. On fait le point avec Anne-Chloé Botay. Je reconnais volontiers que nous n'avons pas obtenu les résultats que nous attendions dans ce conflit à Alep. Mais c'est offensant de suggérer que le gouvernement des États-Unis et le monde ne font rien. Un échec seulement reconnu à demi-mot dans ce conflit syrien qui aura rythmé le dernier mandat d'Obama. En 2012, tout juste réélu, nous avons été très clairs envers le régime d'Assad, ainsi qu'avec tous ceux qui sont sur le terrain. Pour nous, la ligne rouge serait de voir un arsenal complet d'armes chimiques en train d'être déplacé ou utilisé. Cela changerait mes calculs et ma position. Et pourtant, un an plus tard, en août 2013, le régime syrien bombarde plusieurs quartiers de Damas au gaz sarin. Seule réaction des États-Unis, renoncer et refuser d'intervenir militairement en Syrie. En septembre dernier, ultime occasion du président américain, obtenir un cessez-le-feu lors de son dernier G20 en Chine, mais aucun accord n'est trouvé entre Poutine et Obama. À la veille de ce sommet, le New York Times résumait « Pour Washington, la Syrie est devenue un lointain désastre plutôt qu'une crise urgente ». Ziad Majed, est-ce que la responsabilité de Barack Obama est importante? Oui, certainement. C'est une responsabilité très importante. Même avant août 2013, il y avait un tournant en juillet-août 2012 avec l'entrée de l'aviation du régime dans les combats et l'opposition syrienne à ce moment-là réclamait soit une zone d'exclusion aérienne, il n'y avait pas encore les Russes ni leur système de défense, soit réclamait des missiles anti-air. Et les États-Unis ont catégoriquement refusé cela, non seulement par rapport à eux et à leur dépôt d'armes, mais même par rapport aux acteurs régionaux tels la Turquie, le Qatar ou l'Arabie. Donc c'était déjà un tournant avec l'aviation du régime, que ce soit par rapport aux aspects militaires, mais également par rapport aux pertes, aux victimes civiles, je veux dire, à la destruction du pays et à l'alternative disons, politique qui aurait pu émerger dans les zones libérées du régime, mais qui étaient bombardées. Et puis, il y a eu cet épisode en 2013 avec la seule ligne rouge qui était émise par Obama et qui, par Bachar al-Assad, a été comprise comme étant aussi une autorisation à utiliser toute autre arme, sauf l'arme chimique, pour tuer. Et puis finalement, ils ont testé la volonté américaine avec l'arme chimique, rien n'a été. Il y a eu un concept pervers dans le droit international juste après cette attaque-là, dans le sens où l'accusé de commettre un crime peut rendre l'arme du crime et il échappe à tout châtiment. Cela a donné un sentiment d'impunité au régime, qu'il peut tuer, qu'il peut continuer et qu'il ne sera pas inquiété. Et cela va encourager certainement les Russes et les Iraniens à être encore plus fermes dans leur soutien du régime, voyant que du côté américain, il y a cette hésitation, que même Washington a trompé Paris durant les négociations avec les Russes. Et en plus, il faut se rappeler que c'est à ce moment-là où Daesh commençait aussi sa montée en puissance, parce que pour beaucoup de Syriens, comme pour beaucoup d'Irakiens avant, ce sentiment d'abandon, ce fait que le monde n'intervient pas, n'est pas tout à fait concerné par leur malheur quotidien, va faire que le nihilisme guerrier de Daesh va pouvoir recruter, va pouvoir radicaliser certains groupes également, même pas Daesh, même des groupes de l'opposition syrienne qui se sont radicalisés à ce moment-là. Donc c'était un tournant majeur et il y a eu même une possibilité de corriger cela en 2014, ça n'a pas été fait. 2014, les Russes n'étaient pas là-bas. Les Américains ont commencé une intervention militaire en Syrie contre Daesh. Ils survolaient le ciel syrien et en même temps, le régime continuait à bombarder sans être inquiété dans plusieurs zones du pays. Donc, à plusieurs reprises, même la question des couloirs humanitaires. Moi, je trouve que c'est un scandale aujourd'hui, même si on se réjouit du fait qu'il y a un cessez-le-feu, que les civils qui restent à Alep-Est sont sauvés. Mais la logique aujourd'hui, c'est qu'il faut les déplacer. On les a rendus des réfugiés dans leur propre pays, au lieu d'imposer un cessez-le-feu, de faire entrer les convois humanitaires, de les sauver dans leur maison, dans leur ville, dans leur quartier. Donc on a créé des déplacés et des réfugiés au lieu d'essayer de trouver une solution
à ce que ces gens restent chez eux. Alors qu'on comprenne bien, parce qu'on parle d'évacuation de rebelles et de leurs familles, mais tous les habitants d'Alep Est ne sont pas tous des rebelles. Donc comment on fait la distinction? C'est-à-dire qu'ils sont tous évacués, il n'y a pas des civils qui vont rester? Il y a du volontariat, enfin en partie, parce qu'une partie de l'évacuation s'est faite vers l'ouest, et une autre partie se fait vers la campagne, plutôt dans des zones qui vont aller dans des zones encore dites rebelles, comme avec le jargon qu'emploie la Russie et le régime. Donc il y a une espèce de choix qui effectivement consiste à diviser toute cette population et leur dénier la réalité de ce qu'ils faisaient, puisqu'ils vivaient ils vivaient pacifiquement. Alors il faut le rappeler encore une fois, c'est les civils qui paient le plus lourd tribut dans cette guerre, avec des méthodes qui sont juste inqualifiables, puisque de manière systématique, pour ce qui nous concernait nous, les hôpitaux ont été visés, les dispensaires, de manière systématique, les médecins ont été tués, il y a eu énormément de départs de médecins qui avaient peur, d'infirmiers. Ça a été vraiment une stratégie pour effrayer la population, avec l'idée que ça allait affaiblir les terroristes, parce que c'était soi-disant la manière d'aider sanitairement les terroristes. Et Anne Hidalgo le disait, est-ce que vous confirmez qu'il n'y a plus aucun hôpital à Alep? Alors c'est le vrai débat. Il y avait encore des structures hospitalières à Alep. La difficulté, c'est qu'elles n'étaient plus approvisionnées depuis plus d'un mois et demi, et que, en tout cas, la seule chose dont je puisse dire, c'est qu'une gynéco nous a appelé pour nous dire qu'il n'y avait plus d'anesthésique et qu'il faisait des interventions sans anesthésie. Ça, c'était clair. Oui, il faut peut-être juste distinguer entre les hôpitaux et les hôpitaux, les centres médicaux qui ont opéré durant le siège d'Alep et qui étaient souvent dans les sous-sols. Les hôpitaux tous les hôpitaux ont été détruits ou visés d'une manière systématique. C'était une politique délibérée, ce ne sont pas des dégâts de guerre. Et ce n'est pas vrai que c'est la guerre. La guerre peut évidemment et malheureusement faire des dégâts civils, mais dans le cas du bombardement russe et celui du régime, il y avait une volonté systématique de détruire l'infrastructure qui permet à la population civile de survivre le siège et la guerre. Donc maintenant, pour les centres médicaux, il y en a certains qui ont resté peut-être avec le minimum de possibilités d'opérer, mais les boulangeries, l'infrastructure électricité, eau, tout cela a été visé. Juste pour 2 mots sur l'évacuation. Alors, il peut y avoir 3 destinations. Il y a la campagne d'Alep qui reste contrôlée par l'opposition. Puis il y a la zone que la Turquie a créée autour de l'Euphrate avec l'armée syrienne libre, qu'elle contrôle également, qui peut être une autre destination. Mais là, il faut des garanties par des milices kurdes et par le régime, parce qu'ils vont passer par leur région avant d'arriver à cette zone. Et puis, il y a Idlib. Beaucoup de Syriens maintenant, des familles d'Alep, ou même des combattants, je ne veux pas dire n'ont pas envie d'aller à Idlib, mais craignent le scénario d'Idlib, parce qu'après, la campagne militaire russe peut viser Idlib en disant que Nusra est bien implanté là-bas. Donc ils vont justifier leur bombardement sur l'infrastructure civile et sur les hôpitaux et sur Idlib en général en disant que Nusra sont là-bas. Nusra était quelques centaines à Alep Est. Non, ils sont présents d'une manière assez importante à Idlib par contre. Et pour les combattants de la ville, ils sont les enfants de la ville. C'est pour ça que leurs familles sont avec eux dans les quartiers Est. Et il y a aussi d'autres qui ne sont pas directement impliqués. Et surtout les hommes ne souhaitent pas passer du côté du régime parce que soit ils disparaissent, soit ils peuvent être arrêtés, torturés, soit même envoyés pour des services militaires pour faire le travail dans les casernes où les ressources humaines du régime manquent. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'Alepins aujourd'hui, ce n'est pas le régime qui a gagné, c'est la Russie, l'Iran et les milices chiites du Liban, de l'Irak. Il y a une image de propagande qui a été diffusée depuis ce matin, c'est le drapeau syrien qui flotte de nouveau à Alep Est. Évidemment, c'est une image de propagande, mais effectivement, pour vous, selon vous, les habitants d'Alep ne considèrent pas que c'est une victoire du régime? Non, c'est pour eux, et si on lit ce qu'ils écrivent, les derniers témoignages, ce sont des combattants du mouvement Nujaba irakien, du mouvement Fatimiyoun afghan, du Hezbollah libanais, et il y a des officiers iraniens qui ont tous épaulé le régime et permis à ces troupes qui étaient incapables de progresser depuis des mois et des mois à récupérer. Et c'est surtout la couverture aérienne russe qui a fait la grande différence et la puissance de feu. Donc ça se vit comme une occupation, comme une invasion étrangère, et cela va créer également des conséquences, une radicalisation et donc un cercle vicieux. Tous ceux qui pensent qu'avec la Russie, il y aura une solution ont soit des illusions, soit ils veulent une solution pareille, c'est-à-dire le massacre des civils syriens, parce que pour eux, les Syriens n'existent pas, ils sont juste dans des calculs géostratégiques, des intérêts parfois évidents et parfois banals. Pour se montrer intéressant et cultivé, on lance quelques idées
très connu d'ailleurs sur la géostratégie, et on oublie complètement les Syriens et les Syriennes, et à partir de là, on ne comprend rien de ce qui se passe, et on paiera on aura des conséquences après au niveau de la sécurité. Justement, sur la Russie, Isabelle Lasserre, vous allez pouvoir réagir, parce que il y a en France beaucoup de membres des partis Les Républicains. On sait que François Fillon, donc, qui va représenter les Républicains à la présidentielle, dit qu'il faut discuter avec Vladimir Poutine. Et donc les Républicains, à tour de rôle, disent que c'est important, on ne peut pas se passer de dialoguer avec le plus grand pays du monde et que ce serait un non-sens. Ce qui fait que François Hollande, à son arrivée tout à l'heure au sommet européen de Bruxelles, s'est montré passablement énervé. On voyait qu'en fait, il répondait là aussi à l'opposition. On va l'écouter. Dans les quelques heures qui viennent, si les efforts ne sont pas faits, je l'ai dit, les régimes qui soutiennent Bachar el-Assad prendront la responsabilité de cette situation extrêmement grave pour les populations. On ne peut pas laisser des femmes, des hommes, des enfants être soumis à des bombardements, enrôlés de force, menacés pour leur sécurité et traités de manière aussi indigne. Il y a un moment où il faut répondre de ces actes. Et quand on me demande, il faut parler à la Russie, je parle sans cesse à la Russie. La Russie prend des engagements qu'elle ne tient pas. Alors maintenant, il est temps qu'on arrive à cette trêve et à cette urgence humanitaire si nécessaire. Isabelle Lasserre, votre réaction? Je crois que François Hollande parle au minimum une fois par mois au téléphone avec Vladimir Poutine. Donc la France parle en permanence avec la Russie, comme les États-Unis parlent en permanence avec la Russie. C'est quand même Barack Obama qui a déclenché le reset, le redémarrage des relations. Et donc en fait, le niet et le refus ou la trahison vient toujours du même côté, c'est-à-dire du côté russe. Quand la Russie dit on va vous aider à taper Daesh, on a les chiffres de la coalition qui ne sont pas des chiffres de partis engagés sur le terrain, qui sont très très clairs depuis le début des attaques de la coalition. La Russie a frappé, je crois, qui n'en fait pas partie, hein, mais oui. À 90% ou 85% selon les périodes, des objectifs qui sont non pas Daesh et les djihadistes, mais l'opposition modérée, parce que c'est la stratégie de la Russie qui est de supprimer physiquement cette troisième force modérée pour faire en sorte qu'il ne reste sur le tapis, finalement, que Bachar el-Assad et Daesh, et forcer la communauté internationale a accepté son choix, sa politique, c'est-à-dire le maintien de Bachar el-Assad. C'est fait. Oui. Mais juste une chose quand même, parce que Barack Obama avait de bonnes raisons de ne pas intervenir. On ne peut pas lui reprocher de s'être interrogé sur la légitimité de déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient, vu ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. On ne peut pas lui reprocher ça. Le problème, c'est qu'il est des moments dans l'histoire, je crois, où le coup de l'inaction paraît plus grave que le coup de l'action. Et je pense qu'on est à ce moment-là à Alep et en Syrie. Mais ça va bien au-delà de la Syrie. C'est-à-dire que la politique de Barack Obama, il n'a pas créé Daesh, Barack Obama. Il n'a pas soutenu Bachar el-Assad. Il a demandé qu'il s'en aille en 2012. Il a alimenté le soutien à Bachar el-Assad, adoubé indirectement son maintien au pouvoir. Il a alimenté les mouvements djihadistes. Il a ouvert la porte à la Russie et à l'Iran, qui aujourd'hui sont des puissances militairement agressives et impérialistes qui vont dominer la région sans doute pendant un moment. Mais c'est encore au-delà, c'est-à-dire qu'il a provoqué une perte de confiance absolument jamais vue dans les États-Unis d'Amérique, complètement remis en cause la confiance des alliés des États-Unis vis-à-vis de Washington. Et ça va durer sans doute très très longtemps. Et c'est très grave parce que ça entraîne ici des volontés de prolifération nucléaire au Japon et en Corée du Sud. Qui va être protégé maintenant? Qui fera encore confiance? Donc les répercussions sont colossales. Elles sont non seulement régionales, mais internationales. Et elles vont sans doute durer très très longtemps. Et c'est aussi ça qui a préparé l'arrivée de Trump. Et c'est très très grave en fait ce qui se passe. Pour le moins, c'est quand on vous écoute. Il nous reste à peine une minute pour conclure. Peut-être à chacun d'entre vous pour parler sur la situation d'aujourd'hui. En tout cas,
vous, à Médecins du Monde, c'est-à-dire que tout s'organise là pour apporter l'aide humanitaire, quoi qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive, mais je voudrais dire, dans le concert de ce qui s'est dit, c'est qu'effectivement, la Syrie a servi de laboratoire d'expérience, parce que nous, on dénonce depuis 2012 le bombardement systématique des structures sanitaires, des populations civiles, avec des armes qui ne sont pas des armes agréées par les conventions de la guerre. Et ça reste lettre morte. Et effectivement, on constate qu'au fur et à mesure que le droit international recule ou n'est pas appliqué, on voit apparaître des formes de tyrannie ou de despotisme éclairé ou pas éclairé. Mais Ziad Majid, Moi, je pense que l'impunité est également un grand problème pour l'avenir, parce que ne pas punir ceux qui ont commis des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité va encourager d'autres à en commettre et va alimenter la radicalisation et la frustration. Donc être réaliste dans la politique ne veut pas dire soutenir les crimes de guerre et se ranger toujours du côté du plus fort. Il faut avoir des positions, il faut montrer que la communauté internationale, malgré tout, maintient un minimum d'éthique et regarde les Syriens comme des êtres humains protégés par le droit international. Moi, je pense qu'elle ne l'a pas fait, même s'il y a eu des bonnes déclarations, même si la position officielle du gouvernement français actuel et de François Hollande ont souvent été correctes, à mon avis, et à l'avis de la majorité des Syriens, je pense. Mais il y avait plein de choses à faire pour aider les Syriens. Il y a toujours des choses à faire aujourd'hui, que ce soit au niveau humanitaire, au niveau politique, mais également au niveau juridique, où les crimes de guerre sont documentés. Il peut y avoir un travail sérieux pour que les responsables ne restent pas impunis comme ils l'ont été jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus nous décrire donc cette situation si complexe en Syrie et donc à Alep. Restez avec nous, le journal, tout de suite. Amandine Bégaud.